Lundi 12 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce soir, selon le rapport officiel, 199 cas suspects de la variole du singe ou Mpox ont été recensés dans 23 cas confirmés. Il s'agit des chiffres arrêtés au 10 janvier communiqués par le ministère de la Santé publique. Les détails avec Radraman Zatouf. D'après les dernières statistiques disponibles au 10 janvier, 199 cas de Mpox ont été recensés à Madagascar. Parmi eux, 176 sont des cas suspects et 23 des cas confirmés. Cela représente une augmentation de 3 nouveaux cas confirmés à la date du 10 janvier. 2 de ces nouveaux cas ont été détectés à Antsirabe, tandis qu'un autre cas a été enregistré à Mandout, selon les informations fournies par le ministère de la Santé publique. Et toutes les personnes entrant dans l'enceinte de la gare routière Maki-Ndoutape-Naka sont désormais tenues de se laver les mains. Des opérations de désinfection sont également effectuées sur les véhicules de transport en provenance de Mahajang. Ces mesures ont été prises afin de prévenir la propagation de l'épidémie de Mpox. Reportage signé Fangesena Mireille et Yves Janel. Toutes les personnes qui circulent au sein de la gare routière Maki-Ndoutape-Naka doivent au préalable se laver les mains à l'eau et au savon. Afin de se protéger contre la propagation de l'épidémie de Mpox, certains voyageurs utilisent également du gel désinfectant. D'autres portent des masques de protection. Pour la seule journée d'hier, 80 véhicules sont partis de la gare routière Maki-Ndoutape-Naka. La désinfection de la gare et des véhicules de transport est effectuée quotidiennement. Même si le nombre de véhicules se rendant vers les régions a diminué ces derniers temps, les responsables continuent d'appeler tous les usagers de la route à la vigilance en cette période estivale. Page fait divers pour continuer ce journal. 2 tentatives de trafic illicite ont été déjouées par la douane cette semaine à l'aéroport international d'Ivat. Ils portaient sur 5 kilos d'or et des lémuriens ont été faites par un ressortissant chinois et un Bélorusse. Protéger nos richesses naturelles et notre biodiversité est un devoir collectif. Les citoyens sont donc incités à dénoncer tout comportement suspect en cas de suspicion de trafic illicite. Christelle Hakout-Malak nous en dit plus. Les agents de la douane malagasy ont intercepté hier un ressortissant chinois alors qu'il tentait d'exporter illégalement 5,16 kg de lingots d'or dissimulés à l'intérieur d'un powerbank. Le suspect a été remis au service de renseignement et d'enquête, tandis que les lingots saisis ont été placés sous haute sécurité à la Banque centrale de Madagascar. Quelques jours auparavant, une autre infraction grave avait été déjouée. Une passagère de nationalité bélarusse a été appréhendée en possession d'un lémurien, espèce endémique et strictement protégée, dissimulé dans son bagage. L'animal a été confié aux services compétents pour sa protection et des procédures judiciaires ont immédiatement été engagées. La loi est formelle face à ce type d'infraction à Madagascar. L'exportation de l'or est strictement encadrée par le code minier et la réglementation douanière. Toute tentative d'exportation sans autorisation constitue un délit passible de lourdes sanctions pénales, incluant des peines d'emprisonnement, des amendes et la confiscation des biens. Le lémurien, symbole de la biodiversité malagasy, est intégralement protégé par la législation nationale. Sa capture, sa détention, son transport ou son exportation sont formellement interdits. Madagascar est également signataire de la Convention internationale CITES qui prohibe le commerce des espèces menacées d'extinction. Ces affaires rappellent que le trafic des ressources naturelles et des espèces protégées constitue une menace sérieuse pour l'économie nationale, l'environnement et l'image du pays. Les autorités appellent les citoyens à la vigilance et à la collaboration. Signaler tout comportement suspect, c'est contribuer activement à la lutte contre les réseaux criminels et à la protection de l'avenir de Madagascar. Dans la page économique, toutes 30 entreprises ont déposé une demande d'autorisation pour pouvoir exporter légalement de l'or en 2025, selon le rapport publié par l'ETA Madagascar. Un appel à la manifestation d'intérêt a été lancé au mois de mai 2025 à l'intention de ceux qui souhaitent intervenir dans ce secteur. Toutefois, l'octroi ou non des autorisations doit être soumis au Conseil des ministres. Un reportage de Christelle Hakout-Malak.
Conformément au régime de l'or adopté en 2023, toute personne souhaitant exercer dans l'exportation de l'or doit obligatoirement intégrer une structure unique appelée comptoir de l'or. Cette entité est chargée de l'achat, du traitement, de l'exportation et de la commercialisation de l'or. Les autorisations ne sont plus délivrées au nom d'individus, mais exclusivement par l'intermédiaire du comptoir de l'or. L'appel à manifestation d'intérêt a débuté au mois de mai 2025 et 30 entreprises y ont répondu, selon les informations de l'IITA Madagascar. Néanmoins, l'approbation ou le refus de ces candidatures reste soumis à la décision du Conseil des ministres. Pour rappel, l'octroi des autorisations d'exportation de l'or avait été suspendu en 2020 avant d'être rétabli en 2023. À cette période, seules 6 entreprises avaient obtenu l'autorisation d'ouvrir un comptoir de l'or. Poursuivant de la page politique, aucune base de l'actuel régime en place n'est inscrite dans la Constitution de la 4e République. Il n'existe aucun article de loi, pas même un seul qui stipule que lorsque le président de la République est renversé ou cesse ses fonctions, une personne peut s'autoproclamer président par intérim ou que la Haute Cour constitutionnelle peut désigner quelqu'un pour assurer la succession présidentielle. Cela signifie que la désignation du président provisoire sort du cadre constitutionnel et on peut affirmer qu'un régime de transition est actuellement en place. C'est un éditorial de Jean-Claude Ndjemalal. Les responsables étatiques actuels ne cessent d'exprimer leur opinion concernant le statut de ce régime. Le point commun de leur déclaration est le refus de reconnaître qu'il s'agit d'un régime de transition à Madagascar. Le porte-parole du gouvernement a déjà déclaré que le régime en place n'est pas un tétésamite, mais une transition. Pourtant, tétésamite est la traduction littérale de transition dans la langue de Molière. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, a précisé qu'il ne s'agit pas d'un régime de transition à Madagascar, mais simplement d'un pouvoir par intérim, c'est-à-dire d'un dirigeant provisoire. Pourtant, la Constitution de la 4e République est claire. L'article 52 stipule que, après démission, abandon du pouvoir sous quelque forme que ce soit, décès, incapacité permanente ou destitution déclarée, la vacance de la présidence de la République est constatée par la Haute Cour constitutionnelle. Une fois cette vacance constatée, le président du Sénat exerce les fonctions de chef d'État. En cas d'incapacité du président du Sénat constatée par la Haute Cour constitutionnelle, l'ensemble du gouvernement assure collégialement les fonctions de chef d'État. Cet article 52 de la Constitution a-t-il été respecté? Si cet article n'a pas été appliqué, cela signifie que Madagascar est sorti du cadre constitutionnel et qu'un régime de transition est désormais en place sans contestation possible. La Constitution précise également à l'article 53 qu'après la constatation officielle de la vacance de la présidence par la Haute Cour constitutionnelle, une nouvelle élection présidentielle doit être organisée dans un délai minimum de 30 jours et maximum de 60 jours, conformément aux articles 46 et 47 de la Constitution de la 4e République. Or, cette disposition n'a pas non plus été respectée puisque le régime actuel s'est accordé un mandat de 2 ans avant d'organiser des élections. Par ailleurs, il n'est toujours pas clair si Madagascar organisera un référendum ou s'il restera dans le cadre de la Constitution de la 4e République pour procéder directement à l'élection du président de la République. À ce jour, l'issue du dialogue national qui a suscité de vives polémiques dès son lancement reste également inconnue. Dans les faits, tandis que les dirigeants refusent de reconnaître qu'il s'agit d'un régime de transition, la population, elle, constate qu'un régime de transition dirige le pays puisque le pouvoir n'a pas été acquis à travers une élection démocratique et qu'il est exercé en dehors du cadre constitutionnel. Notre pays court un grave danger s'il est dirigé par des personnes irresponsables, a déclaré Monseigneur Ndjianifa Nanana Mamersu Modeste hier lors de son allocution à l'occasion de la fête du petit séminaire d'Imbuipu. Cet évêque appelle les fidèles catholiques à s'unir dans la prière avec le FFKM pour la reconstruction du pays. Reportage de Senou Ranirlant. L'évêque auxiliaire du diocèse d'Antananarive, Monseigneur Ndjianifa Nanana Mamersu Modeste, a exhorté hier les fidèles catholiques à soutenir le FFKM dans la reconstruction de notre pays. Le vicaire général du diocèse d'Antananarive appelle à une union dans la prière, mais surtout à la mise en place de la plateforme Justice et Paix au sein des différents milieux où évoluent les chrétiens. La vie est difficile, a-t-il ajouté, et nous connaissons tous la situation actuelle de notre pays. C'est dans l'intérêt commun de la nation qu'il a lancé cet appel aux fidèles catholiques. Le FFKM organisera une prière écuménique pour la nation à la cathédrale d'Indoual ce dimanche, conformément à l'invitation lancée par
Monseigneur Ndjani Faan en a un immersion modeste qui appelle les fidèles catholiques à y participer. Dans les actualités sportives de ce soir, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 offrent des affiches opposant les plus grandes nations du football africain. Cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Maroc entre dans sa phase décisive. Le Maroc, pays hôte, fait partie des 4 équipes qualifiées pour les demi-finales aux côtés de l'Égypte, du Nigeria et du Sénégal. Reportage de Inza Razanaville. À l'issue des quarts de finale disputés vendredi et samedi dernier, 4 des meilleures équipes du football africain ont validé leur billet pour les demi-finales de cette CAN 2025 organisée au Maroc. En revenant sur les résultats des quarts de finale, le Maroc, pays organisateur, s'est imposé nettement 2-0 face au Cameroun. Le Mali, de son côté, s'est incliné 1-0 contre le Sénégal lors des rencontres de vendredi. Samedi, le Nigeria a également décroché une nette victoire par 2-0 contre l'Algérie. Lors du dernier quart de finale, l'Égypte est sortie victorieuse sur le score de 3-2 face à la Côte d'Ivoire. Les demi-finales se joueront toutes ce mercredi. À 19h heure locale, l'Égypte affrontera le Sénégal. Puis à 23h, le Maroc, pays hôte, sera opposé au Nigeria. On connaîtra alors les 2 équipes finalistes qui se disputeront le titre de la CAN 2025 lors de la finale prévue le dimanche 18 janvier. Et mauvaise nouvelle dans le monde du sport à Madagascar, Rakotorville Edmond, plus connu sous le pseudo de Rata, une figure emblématique du basketball malgache, est décédé hier, dimanche 11 janvier. Il s'est surtout illustré en tant qu'entraîneur, domaine dans lequel son expérience était largement reconnue. Le club de Soe, stade olympique de l'Hermine, et l'équipe à laquelle il avait consacré l'essentiel de sa vie sportive en tant qu'entraîneur. Toutefois, de nombreux autres clubs et équipes de basketball à Madagascar avaient également bénéficié de son encadrement et de son expertise. En 2025, un jubilé célébrant les 95 ans du coach Rataf avait été organisé par le club CEU. Il avait reçu de nombreuses distinctions en reconnaissance de ses contributions et de ses réalisations dans le monde du basket. Rataf s'est éteint hier dimanche à l'âge de 96 ans. Sa dépouille sera exposée au Palais des Sports de Mahamasn ce mardi avant l'inhumation prévue mercredi. Dans les actualités internationales de ce soir, en Iran, le gouvernement réprime les manifestants dans le sang. Les autorités ont déposé une coupure d'Internet en vigueur depuis plus de 72 heures selon l'ONG de surveillance de la cybersécurité NetBlocks. Les détails avec France 24. Ces images reçues et vérifiées par les observateurs de France 24 témoignent de la répression meurtrière qui a lieu actuellement en Iran. Dans ce hangar à Karizak, au sud de Téhéran, des dizaines de dépouilles dans des sacs mortuaires et l'inquiétude des familles qui tentent de retrouver et d'identifier leurs proches. À l'extérieur du bâtiment aussi, les victimes gisent au sol par dizaines. À Fardis, à l'ouest de la capitale, ces corps de jeunes manifestants ont été rapatriés dans un immeuble. Ils sont criblés de balles. Depuis le début du soulèvement, les ONG font état de plusieurs centaines de morts. Difficile de recueillir des témoignages. Les autorités ont coupé Internet depuis plusieurs jours dans le pays. Sous couvert d'anonymat, une citoyenne a accepté de parler aux observateurs de France 24. Nous avons retranscrit ses propos. Ils ont éteint l'éclairage sur les autoroutes et dans les rues. Ils veulent empêcher les manifestants de filmer. Les membres des forces de sécurité sont armés. Il y a beaucoup de drones qui nous survolent. On voit bien qu'ils nous suivent, même dans les ruelles les plus étroites. À Machhad, deuxième ville du pays, les mêmes scènes de violence. Sur cette route, les manifestants ont érigé des barricades. La répression et la surveillance se sont accrues au fil des jours, dans un pays secoué depuis plus de 2 semaines par une contestation d'ampleur. À l'origine contre le coût de la vie, elle a rapidement pris une tournure politique avec des manifestants qui réclament désormais la chute du régime.
Et le fils de l'ancien Shah d'Iran et figure de l'opposition iranienne en exil aux États-Unis, Reza Pahlavi, a appelé hier dimanche les forces de sécurité iraniennes à rejoindre le peuple alors que le gouvernement tente de réprimer un vaste mouvement de contestation. France 24. Dans les rues de Téhéran, ce drapeau orné du lion solaire, l'emblème du pays avant le régime des mollahs. Ou encore ce slogan « C'est la dernière bataille, Pahlavi va revenir ». Reza Pahlavi, c'est l'homme sur ce portrait qui appelle les Iraniens à sortir dans la rue depuis plusieurs jours. Il faut se préparer à prendre les centres-villes et à les contrôler. Reza Pahlavi est le fils du dernier Shah d'Iran, renversé en 1979 par la révolution islamique. À 65 ans, il représente aujourd'hui un espoir pour une partie des Iraniens. Mais peut-il réellement incarner une alternative au régime des mollahs? Reza Pahlavi avait tout juste 18 ans lorsque son père Mohammad Reza Shah est renversé. Lorsque celui-ci meurt un an plus tard, Reza Pahlavi est déclaré souverain à son tour, un titre qui n'est pas reconnu par le régime iranien en place. Depuis, Reza Pahlavi vit en exil aux États-Unis. Il y suit des études de sciences politiques et épouse une avocate américano-iranienne avec laquelle il a 3 filles. Proche du monde occidental, il dialogue notamment avec Donald Trump, dont l'armée a pourtant bombardé le pays en juin dernier. Sur X, il enjoint le président des États-Unis à intervenir face à la situation dans le pays. Monsieur le Président, ceci est un appel urgent et immédiat réclamant votre attention, votre soutien et votre action. En 2023, Reza Pahlavi se rend même en Israël, ennemi juré de Téhéran, et y rencontre Benyamin Netanyahou. Une attitude qui contribue à faire de lui un personnage controversé en Iran. Mais Reza Pahlavi pâtit aussi du souvenir de la police politique et de la dictature qu'exerçait son père. Aujourd'hui, Reza Pahlavi a indiqué son souhait de rentrer en Iran bientôt, lorsque la révolution iranienne, dit-il, aura triomphé. Et aux États-Unis, Donald Trump a exhorté Cuba dimanche à accepter un accord avec les États-Unis, avertissant que l'afflux de pétrole vénézuélien et d'argent vers la Havane allait désormais s'interrompre. Personne ne dicte quoi faire à notre pays, a répondu le président cubain Miguel Díaz-Canel. France 24. Une semaine après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump cible un pays allié de Caracas, mais également ennemi de longue date des États-Unis, Cuba. Sur son réseau social, il a publié un message lapidaire et menaçant. Il n'y aura plus de pétrole ni d'argent pour Cuba. 0. Je leur recommande vivement d'accepter un accord avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup voient dans les menaces de Trump l'influence de son secrétaire d'État Marco Rubio, né de parents immigrés cubains anticastristes. Mais la réponse de la Havane ne s'est pas fait attendre. Cuba est une nation libre, indépendante et souveraine. Personne ne nous dicte notre conduite. Cuba n'attaque pas. Elle est attaquée par les États-Unis depuis 66 ans. Elle ne menace pas. Elle se prépare, prête à défendre sa patrie jusqu'à son dernier souffle. À la Havane, les Cubains semblent partagés. Je peux vous l'assurer, Trump ne va pas toucher à Cuba. D'ailleurs, les Américains ont toujours dit que nous, les Cubains, sommes des protestataires. Oui, il faudrait parvenir à un accord et ne pas recourir à la violence. Il n'y a aucune action négative envers le pays. Il serait bon qu'il puisse y avoir une forme de relation entre les deux pays. Au début des années 2000, le pouvoir de la Havane avait signé un accord de coopération avec le Venezuela, à l'époque dirigé par Hugo Chavez. Un approvisionnement en pétrole contre l'envoi de médecins et enseignants cubains. Sans livraison de barils de pétrole venus de Caracas, Cuba, qui vit sa pire crise économique depuis 30 ans, pourrait difficilement s'en relever. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Au revoir.